Bonjour, ceci est un premier tutoriel d'introduction au nouveau logiciel de CAO Shaper qui est en cours de développement. J'ai lancé au préalable Salomé et je vais maintenant activer le module Shaper. Je vous décris rapidement les menus. Sur cette première barre d'icônes en haut, on trouve tout ce qui concerne les pièces. Ici la création d'une pièce, là sa translation par exemple, sa rotation, symétrie, import-export, la création de paramètres. Sur la deuxième barre d'icônes, on trouve tout ce qui concerne les esquisses. Création de segments, par exemple ici, ou de rectangles, de cercles. La création des cotes qui se trouvent ici. Et la mise d'un certain nombre de contraintes géométriques, par exemple ici, l'horizontalité, la verticalité, le parallélisme. Et enfin, sur cette troisième barre d'icônes, on trouve les fonctions, les features en anglais, donc l'extrusion ici, la révolution, le balayage et les opérations booléennes pour en citer quelques-unes. Je vous fais maintenant une petite démonstration. Il faut donc commencer par créer une pièce avec cette icône ici qu'on va retrouver dans les menus. Par exemple ici on va trouver New Part qui est l'équivalent. Ensuite, eh bien, on va créer une esquisse avec cette icône Sketch, ou bien au menu ici, Sketch. On indique l'ordre de grandeur des dimensions de l'esquisse. Je vais par exemple indiquer 100. Et puis on choisit un plan. Je vais me positionner dans le plan OXY par exemple. Ensuite, eh bien, je choisis d'orienter la vue 3D suivant la normale à ce plan. C'est un choix, ça n'est pas obligatoire. Dans Shaper, on dessine une esquisse à partir d'un plan technique, par exemple. Un peu comme on dessine une esquisse à main levée sur du papier de manière approximative. On viendra dans un second temps la préciser en fixant les dimensions et en imposant des contraintes géométriques. Par exemple ici, donc je vais créer un rectangle dont le premier point est coïncident avec l'origine. Je valide. Et puis je vais créer deux cercles à l'intérieur de ce rectangle, en les positionnant approximativement. Je valide. À ce stade, vous voyez que le nombre de degrés de liberté, le DOF pour Degrees of Freedom en anglais, est égal à 8. Ce qui veut dire que je peux encore beaucoup modifier mon esquisse, changer ici la position des cercles, et ici diminuer par exemple la hauteur. Eh bien, je vais fixer les contraintes au fur et à mesure. En général, on aime bien que le nombre de degrés de liberté soit égal à 0. Cela signifie que rien dans le dessin n'est laissé au hasard. Mais ça n'est pas obligatoire, on peut très bien créer une esquisse avec un nombre de degrés de liberté non nul. Donc ensuite, à ce stade, je vais fixer les longueurs des côtés du rectangle avec cette icône, Lens. Je mets des dimensions un peu au hasard. C'est un exercice, c'est un tutoriel, hein, je n'ai pas de vraies dimensions. 80 ici. Et puis je vais fixer le diamètre des cercles. Ici par exemple je vais indiquer 15. Et je vais dire que les deux cercles ont le même diamètre grâce à cette contrainte d'égalité. Je viens sélectionner le premier cercle et le deuxième. Ensuite, eh bien, je vais centrer les deux cercles. Pour cela, on crée un segment qui relie les deux bords verticaux du rectangle. Et on indique qu'il est auxiliaire, et puis on va lui affecter une contrainte d'horizontalité. Je crée ce segment, ici, volontairement de travers pour montrer l'effet de la contrainte d'horizontalité. Je sélectionne à nouveau ce segment pour dire qu'il est auxiliaire, c'est-à-dire qu'il n'entrera pas en ligne de compte dans le résultat. Je vais lui affecter une contrainte d'horizontalité, comme ça. Et puis, d'ailleurs, je vais rajouter une contrainte de point milieu, ici,
en sélectionnant ce point et ce segment, de manière à ce que le segment soit horizontal au milieu du rectangle. Et enfin, je vais indiquer aux deux cercles qu'ils doivent être coïncidents sur ce segment horizontal, grâce à cette contrainte de coïncidence. Voilà, j'ai bien avancé. Il me reste 2 degrés de liberté qui correspondent en fait au mouvement possible des cercles le long de ce segment. Alors je peux les fixer afin d'obtenir un sketch complètement contraint. Je vais les fixer grâce à cette contrainte de distance entre un point et un segment. Voilà, de cette manière. Alors par exemple ici je vais dire 35 et pour l'autre la même chose. Voilà. Et là à ce stade j'ai un degré de liberté, un nombre de degrés de liberté qui est nul. Donc ensuite on va extruder cette esquisse, la mettre en volume. Donc je valide le sketch et je choisis l'extrusion. Je sélectionne le sketch que je viens de créer et j'indique par exemple une hauteur de 100. Voilà, donc j'ai obtenu un premier volume. Et puis je vais venir creuser ce volume grâce à la feature Revolution Cut, qui est celle-ci. Voilà, je la choisis. Et par exemple, je vais venir choisir une face sur laquelle je vais dessiner une esquisse, par exemple donc celle-ci. Là, je laisse une vue non normale. Je vais dessiner ce petit motif, là un peu au hasard, je ne vais pas le contraindre. Je valide mon sketch. Je choisis un axe de rotation, en l'occurrence celui-là. Et puis je vais choisir ce deuxième mode de révolution en fonction de plan limite. Et donc je vais indiquer ici le plan limite qui est celui-là. Donc le plan d'arrivée. Et je valide. Voilà le résultat. Donc voilà ma pièce qui est un premier exemple. Je vais maintenant préciser 2 points sans faire de manipulation. Dans l'Object Browser qui est ici à gauche, il faut bien distinguer les catégories d'objets, en particulier les opérations, les features, qui commencent à partir de Sketch ici, Extrusion 1, Revolution Cut. Donc c'est des opérations que l'on peut éditer après coup. Je peux revenir ici, faire Edit, et changer par exemple la hauteur de mon extrusion pour mettre par exemple 70. On va voir l'effet immédiat. Il faut distinguer donc les opérations, les features, des résultats qui sont produits par les features, qu'on ne peut pas éditer, mais ce sont ces objets qu'on peut afficher ou cacher, modifier leur couleur, etc. Et puis les objets de construction qui sont ici l'esquisse, mais on peut aussi avoir des traits de construction, des plans, etc. Et deuxième point important, donc on peut revenir modifier les opérations déjà réalisées, je viens de le faire. C'est bien le principe d'un logiciel de CAO paramétrique. Je vous ai montré comment modifier la hauteur d'extrusion. Voilà, j'ai terminé ce tout premier tutoriel de prise en main. J'espère qu'il vous a été utile et je vous dis à bientôt.